causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Si vous êtes à Montréal, le Québec, le Canada, bonjour, merci de suivre encore une fois cette émission, je vous le rappelle, qui met l'accent naturellement sur les réalités africaines ici même à Montréal. Mais comme vous le savez, à Ça va causer, on s'ouvre, nous parlons de questions d'actualité qui concernent monsieur, madame, tout le monde. Ce soir, à l'émission, nous parlons de l'union des actions pour l'Afrique. Pour moi, c'était en fait l'une des premières fois que j'en entendais parler. Et je trouve ça très intéressant parce que Montréal explose, Montréal avec toutes sortes d'activités. Et les ethnies, comme on les appelait à l'époque, mais les immigrants, les nouveaux Canadiens également parlent. Nous avons avec nous une grande dame. Elle est la présidente de cette organisation. Bonjour, merci de votre présence. Comment ça va? Merci Henri, ça va très bien, merci. Merci de me recevoir ici, je suis ravie. Je n'ai pas osé vous présenter directement. Vous êtes Madame Souad El Malem. J'ai bien prononcé votre nom. Très bien. Parce que j'ai horreur de faire des erreurs lorsque je présente quelqu'un, surtout moi, parce que ça m'est arrivé, vous savez, avec mon nom. Moi, je m'appelle Ngaka. On a tous le même problème. Et, non, mais sérieusement, moi, je m'appelle Ngaka. Et très jeune, mes copains dans les pays étrangers, ne savaient pas comment prononcer ce nom-là. Alors, on m'a appelé partout, Nkaka, Kaka, Kaka. Et j'ai vécu avec ça et je me suis adapté. Et à chaque fois, je leur corrige. Je dis non, c'est pas Kaka, c'est Ngaka. Et maintenant, je leur dis, il y a Nguyen, à l'époque, les Vietnamiens qui sont arrivés ici. Tout le monde disait Nguyen, Nguyen. Aujourd'hui, on voit Nguyen partout, les pharmacies Nguyen. Donc, nos noms, moi, je me dis, c'est simplement question de vraiment s'adapter finalement. Et on finit par les accepter. Dites-moi, vous êtes de quelle origine, madame? Je suis originaire du Maroc. Ah bon? Tout à fait. Les Besses? Tout à fait, alhamdoulilah. C'est un plaisir, c'est un honneur. Je suis même très surpris. Et moi qui tout à l'heure qui parlais du Maroc comme ça. Oui, tout à fait. C'est un plaisir et un grand honneur de vous recevoir. Dites-moi, votre organisme, c'est d'abord pourquoi en fait l'existence même de cet organisme, avant de revenir même à votre présentation? L'existence même de cet organisme, c'est justement l'attachement des enfants de l'Afrique à leur africanité, puis au continent africain. Donc, c'était une réaction à la base qui était durant la période de la crise ultime durant le Covid. Donc, là où il a fallu faire quelque chose, nous, enfants de l'Afrique, de la diaspora, de façon très spontanée, à commencer par des rencontres et des discussions, des échanges bien sûr Zoom à travers le monde. Donc on était toutes des membres de la diaspora africaine à travers le monde qui avons décidé de faire quelque chose. Et bien entendu, de faire quelque chose dans l'état d'urgence était de dire, bon, il y a des actions qu'on aimerait porter et on doit les porter de façon concrète, des actions terrain, des actions qui vont avoir des réponses précises à des problématiques précises, mais d'urgence, bien entendu, parce qu'on est plus en réaction. C'était du matériel médical, des masques, des visières, tout ce qu'on pouvait faire. Donc, on a réussi à lever des fonds de façon structurée en utilisant une plateforme existante en Afrique, question logistique, et de faire acheminer ce qu'on a pu lever comme soit fonds ou bien achat de matériel directement à certains hôpitaux, à certaines organisations qui avaient des besoins précis dans les pays les plus touchés. Puis on avait la chance d'avoir dans notre, bien entendu, groupe des gens qui étaient nos relais locaux dans plusieurs pays et puis qui ont réussi à justement faire ce relais-là et ce pont-là pour qu'on puisse acheminer ces aides-là là où c'était le plus en besoin, quoi. Parce qu'il fallait quand même avoir une très bonne connaissance d'abord des structures en fait de ces pays-là, au niveau des ports même de ces pays-là, de la douane de ces pays-là, parce que par expérience, je connais des personnes de très bonne foi
qui ont fait le même type d'exercice par le passé pour soit créer des cliniques dans ces pays-là. Ils allaient chercher des lits et autres qu'on avait laissé tomber ici et tout était beau. Une fois que ça arrivait au port, Ça marchait pas. bien, on leur demandait de payer des frais absolument impossibles qui font que tous ces objets-là, ce matériel devenait pourri. Et la plupart étaient déçus justement parce qu'ils étaient de très bonne foi. Or, vous êtes parvenu quand même à livrer. Donc, c'est arrivé à destination. C'est arrivé à destination, puis je pense que c'était quand même une façon très ordonnée, très créative dans la façon qu'on a géré notre réseau, les connaissances et les capacités de chaque membre du réseau pour qu'on puisse être pertinent, avec une réponse précise et efficace dans un pays précis, à l'aide des relais de personnes qui faisaient partie de notre réseau, mais qui étaient dans ces pays-là. Mais comment est-ce que vous avez fait pour cibler, justement, parce que la plupart de ces pays, en fait, ils ont tous des besoins. Quand on dit pays en voie de développement, le mot que j'aime pas, mais c'est quand même pays sous-développé. Et certains disent sous-équipé. Enfin, on est quand même pauvre, finalement. On n'a pas les moyens d'avoir ces équipements. Mais comment vous avez fait, vous, pour cibler, justement, ces pays-là et savoir que dans tel pays, si on agit de telle façon, on pose telle action, on va arriver quand même à des résultats concrets, que ça ne va pas se perdre quelque part. Écoutez, c'est clair que notre action, elle était vraiment basée sur l'expertise et la solidité des personnes qui faisaient partie de notre réseau, qui font partie de notre réseau. Donc, ces personnes-là qui sont sur place, qui ont pu valider les besoins par pays, pour ceux qui étaient dans le réseau, parce qu'on n'a pas couvert les 54 pays du continent, on a couvert des pays où on avait des représentations. L'Afrique de l'Ouest principalement. Oui, on avait des actions sur le Nigeria aussi. Oui. Donc l'idée, c'était vraiment de dire que, et certains pays de l'Afrique de l'Est aussi, donc l'idée, c'est vraiment de dire que c'est ces ressources-là, ces personnes-là qui sont avec nous, qui sont le relais local, qui ont la bonne appréciation, qui sont capables de dire, bon, il y a un besoin précis dans telle place, pouvons-nous faire cette telle action, puis l'action a été concrétisée, puis c'est vraiment la chose sur laquelle on peut dire qu'on est le plus fier, parce que on n'a pas essayé de réinventer le monde, on a essayé d'apporter des solutions concrètes pour des besoins concrets, tout en sachant qu'on n'allait pas régler tous les problèmes, mais au moins on a eu des actions pertinentes pour des problématiques précises et urgentes. Et ça a réussi parce que, bien entendu, dans l'année Covid, où on était tous enfermés, puis qu'on voulait faire des choses sérieuses pour faire la différence, je pense que les gens, et de un, tout le monde avait la bonne volonté de faire les vraies choses, les bonnes choses, puis mettre l'énergie qu'il fallait. Puis je pense que les gens travaillaient très très fort pour que ça arrive. Donc nous, l'équipe qui constitue l'UAA aujourd'hui, il y a bien sûr ce que j'appelle un core team. Il y a une équipe qui est restée soudée, qui sont devenus les membres fondateurs de l'UAA. Parce qu'à la base, il y avait l'UAA qui était plus United Action for Africa, qui était un groupe beaucoup plus élargi, mais l'idée c'était justement de faire ce que je viens de vous expliquer. Mais après, on a décidé de pérenniser, parce qu'il y a comme deux étapes. Il faut juste que je clarifie dans le temps. Je vous parle de cette période où on a eu une action pour répondre à l'urgence Covid, puis de ce groupement de personnes-là, où on a réfléchi, puis on a dit, bon, aujourd'hui, on est en train de faire quelque chose en réaction, mais c'est de l'aide. Donc, le mot aide n'est pas nécessairement quelque chose que nous chérissons à l'UAA, dans la forme actuelle de l'UAA. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être en mode aider l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de notre aide, l'Afrique a besoin de nous, Africains, de rendre l'Afrique autonome à tous les niveaux et de sortir de cette notion d'aider l'Afrique. L'Afrique est riche, elle est riche de plusieurs façons, et particulièrement de ses enfants, de ses filles et de ses garçons. Donc comment que l'Afrique peut se sortir de ça? Bien sûr, on n'a pas la prétention de réinventer la roue, mais la prétention que nous avons, et nous l'assumons complètement, c'est de dire que nous sommes des Africains qui voulons faire les choses autrement, qui voulons fédérer les efforts des Africains de la diaspora, mais sur des projets concrets.
sur des façons de faire qui sont, on devient catalyseur de projets structurants qui sont collés sur les 17 objectifs des Nations Unies, les ODD. Oui. Donc ça, c'était vraiment le cheminement d'un groupe d'Africains pour de l'aide vers un groupe d'Africains qui veulent être dans une philosophie ou dans une réflexion structurante. Justement, vous abordez un thème très, très pertinent et très, très intéressant lorsque vous parlez justement d'aide, où le continent africain qui accède à son indépendance depuis les années 58-60, où l'on parle d'aide, ce mot-là, l'aide au développement même, et on a réalisé que l'aide au développement, je m'excuse du terme, mais on s'est fait niquer jusqu'à l'os. Je m'excuse du terme, je suis poli pour le dire très sincèrement, et aujourd'hui, on constate que bon, il y a une nouvelle vision, et d'ailleurs, je suis tout à fait flatté et très fier même d'entendre justement qu'on voit plus les choses différemment. Ce n'est plus l'aide parce que l'Afrique, effectivement, n'a pas besoin d'aide. Mais est-ce que c'est vrai que l'Afrique n'a pas besoin d'aide? Lorsque nous observons, nous sommes ici, vous et moi, à l'étranger, de loin, on peut regarder, on a aujourd'hui les réseaux sociaux et autres, les médias, tout ça, on peut voir nos pays d'origine dont travers, ne fût-ce que les images, la réalité, les gens comme tels. Est-ce que n'ont-ils pas besoin d'aide? Je ne sais pas, je me pose cette question. Est-ce que les gouvernements sont-ils réellement responsables? Ont-ils réellement tous les moyens possibles pour ne fût-ce que changer la vie, la réalité, ne fût-ce que la forme physique de ces personnes-là? Moi, je suis mince parce que je fais du vélo. Mais il y a des gens chez nous qui sont maigres parce qu'ils ne mangent pas, tout simplement. Parce que leur première idée, c'est les besoins primaires. Alors, je me dis, quand on dit, bon, l'aide, d'accord, on met ça de côté, nous, les intellectuels, on a un autre niveau de pensée. On s'est dit, tiens, mais non, il y a une façon quand même, l'Afrique a tous les éléments pour y arriver et on peut quand même par des actions très, très concrètes. Mais est-ce que ça n'est pas rêvé, quelque part? Vous le faites, vous? Je le fais. Oui. Nous, on le fait. Oui. Ben, je pourrais faire un retour sur ma propre expérience personnelle. Oui. En tant que personne de la diaspora qui a fait des choses, qui probablement pour cette raison-là qu'on s'est retrouvés, toutes ces personnes-là autour de l'UAA, pour faire ce que nous faisons aujourd'hui. Et puis c'est pour ça que c'est très important de faire cette nuance-là, parce que le mot aide, moi personnellement, je ne veux pas en entendre parler, parce que c'est réducteur. Et pour moi, il y a une différence entre donner un poisson et apprendre à pêcher. Donc là, il est temps qu'on passe à l'apprentissage à pêcher. Et puis, c'est révolu ce temps-là de dire qu'on va toujours être en mode aide parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, ces aides-là, soi-disant aides au développement qu'il y a eu, bon, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais on sait tous qui en a le plus bénéficié. Donc, je pense qu'il est temps, avec tout ce que nous vivons, qu'il est temps qu'on passe vraiment à autre chose. Donc, si je me remets moi-même à ma propre expérience personnelle, professionnelle, je suis d'origine marocaine, je suis venue au Canada en 93, j'ai fait mes études, j'ai fait HEC Montréal, j'ai fait une formation de gestion des opérations de production et systèmes d'information. Donc j'ai eu une carrière de quelques années chez Nortel Network dans le temps, pour l'implantation de systèmes manufacturiers. Après, j'étais engagée chez Bombardier Aéronautique. Donc, j'ai fait mes 15 années chez Bombardier et j'ai fait partie de la haute direction de la compagnie. Et dans mon cheminement, en tant qu'intrapreneur chez Bombardier, parce que j'ai eu le courage de proposer à mes patrons un projet industriel de construction d'usines de Bombardier Aéronautique au Maroc. Ce qui est normal, quelque part. Ce qui est normal, tout à fait, mais qui était tout à fait logique, parce que ce n'était pas juste parce que je suis marocaine que j'ai dit à mes patrons que je veux une usine au Maroc. C'est parce que stratégiquement parlant, connaissant la stratégie de mon organisation, sachant que j'étais à un niveau stratégique dans l'organisation, je pouvais justifier, et au-delà de justifier, je pouvais trouver le bénéfice de Bombardier d'être au Maroc. Donc il y avait une liste de bénéfices qui pouvaient avoir un impact direct sur les résultats de la compagnie. Et de là est venue l'idée, puis ça a fait son chemin, ça a pris des années, c'était pour moi, c'est-à-dire entre l'idée que j'ai eue en 2006,
jusqu'à avoir l'écoute de mes patrons et d'avoir un projet en bonne et due forme, et avoir une équipe pour faire une étude comparative entre le Maroc, le Mexique, la Tunisie et la Turquie pour regarder les chiffres et pour prendre une décision. Ben, l'étude a été finalisée en 2010. J'ai signé avec l'État marocain, on a signé avec l'État marocain la convention d'investissement de Bombardier pour une usine à Casablanca en 2011. L'usine est sortie de terre en 2014. Les opérations ont commencé en 2013 dans une usine temporaire. C'était un projet de 200 millions. Donc, imaginez qu'est-ce que ce projet a pris comme effort de mon côté et comment j'étais dédiée pour que ça marche. C'est des années de carrière où j'ai mis quand même ma carrière entre les mains d'un projet que si elle allait marcher, ça allait cartonner, si ça allait pas marcher, j'allais... Quel courage! J'allais vraiment... Quelle détermination! Manger toute une... Quelle détermination! Donc ça, c'est un exemple parfait qui fait que cette usine était... c'est une super belle usine qui a créé à la base minimum 850 emplois. On parle de pièces majeures d'avions, de structures d'avions, et puis c'est une fierté, quoi. C'est une fierté. Bravo. C'est une fierté. Bravo. Merci. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Merci. Et puis, pour moi, si je reviens à apprendre à pêcher versus donner des poissons, c'est vraiment l'exemple parfait de comment on peut, d'une façon ou d'une autre, il y a différentes façons d'amener cette façon structurante vers le continent. Le Maroc, il y a déjà une industrie aéronautique existante. Bombardier, ce n'est pas le premier, mais Bombardier, c'est le premier OEM. C'est le premier qui fait les... Ce n'est pas des Tier 1 ou des Tier 2, c'est vraiment la première organisation qui fait des avions au complet qui a été chez... qui a un projet au Maroc comme ça. Je suppose que, j'ouvre la parenthèse, je suppose que pour la famille royale, vous devez être une étoile, ma chère, hein? Vous le savez. Hein? Écoutez, j'étais honorée de rencontrer le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, une personne tout à fait exceptionnelle, tout à fait intelligente, qui reconnaît le bon travail, et puis qui a d'ailleurs été exceptionnel à tous les égards pour justement s'assurer que ce projet-là va être un succès. Et en plus, j'étais aussi honorée d'être décorée par Sa Majesté du Grand Wissam National pour la contribution que j'ai pu avoir. Ma chère, vous remontez votre pays et vous le savez. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire que l'on peut accomplir quand on a surtout fait nos études à l'étranger, les connaissances, l'expérience, la carrière. C'est la plus belle contribution, pas seulement au niveau du royaume, mais le peuple, les gens qui travaillent. C'est merveilleux. Tout à fait. Puis pour moi, c'est important parce que c'est significatif. C'est le premier projet aéronautique de ce type, c'est-à-dire en termes de OEM qui s'installe au Maroc, mais qui dit s'installe au Maroc, c'est s'installer en Afrique. Bien sûr. C'est un premier pas. Parce que s'installer au Maroc / Afrique, dans certains pays, l'aéronautique... pour eux, ils ne veulent même pas penser à ça. Donc pour moi, c'est comme briser un plafond de verre et dire, bon, c'est une étape de plus qui va nous rapprocher de nos objectifs. Donc si on revient à mon exemple, à mon échelle, et je dis, si on multiplie ça, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? On serait capable de faire des miracles. Donc, l'idée à la base, c'est que moi, je l'ai fait déjà, j'étais à l'interne chez Bombardier et j'ai réussi à faire un projet comme ça. Je l'ai fait parce qu'il a fallu que je démontre mon intrapreneurship et puis de démontrer la possibilité de faire ça, puis j'ai livré la marchandise. J'ai quitté Bombardier en 2015 et j'ai créé ma propre boîte qui s'appelle Systémique. Et l'objectif et la mission principale de ma boîte, c'est vraiment d'aider les entreprises dans leur internationalisation sur différents aspects. Donc, création de capacité, la création de capacités industrielles, comme le projet que j'ai fait avec Bombardier, la capacité de création de capacités de vente et de distribution à l'international pour les entreprises qui veulent aller à l'international mais qui n'ont pas les moyens à l'interne
de connaissances et de savoir-faire pour le faire. Ceux qui ont des idées, par exemple, ceux qui ont des idées, il y en a plein, il y a plein d'hommes, des femmes qui nous regardent maintenant, qui ont des idées. Moi, personnellement, j'en ai plein. On me dit, rêve toujours. Tu peux toujours rêver. Je sais que je ne rêve pas, mais je sais que il y en a plein d'autres qui sont là, qui nous regardent, qui ont des idées. Ils peuvent vous approcher. Bien entendu. En tant qu'organisation, là, si on parle de l'UAA, c'est sûr que c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir des idées et de trouver la façon de les concrétiser ensemble. Parce qu'autour de la table, il y a des gens qui ont des idées, mais qui ont aussi les moyens de les faire arriver. Puis c'est comment arrimer les idées, porteurs de projets, financement et livraison. D'accord. Je vous arrête. Pour moi, vous êtes une experte. Je suis personnellement ému. Sincèrement, je suis ému de vous avoir devant moi. Il y a de nombreux jeunes Africains et même des Québécois, parce que notre émission s'adresse vraiment à monsieur, en fait, grand public. C'est ça que moi je cherche personnellement dans cette émission. Beaucoup parmi eux qui vous écoutent attentivement, moi-même aussi d'ailleurs, je dis, écoutez, moi je regarde le continent africain comme tel, je suis originaire de l'Afrique, en fait du Congo, ça fait plus de 40 ans que je vis ici, mais je suis l'actualité comme tout le monde, je suis les médias comme tout le monde, je vois les images comme tout le monde, je vois qu'il y a quand même des perturbations, vous avez choisi, vous avez bien ciblé le Maroc, mais le royaume du Maroc, on sait bien que s'il y a bien une région dans le monde, en Afrique, où il y a une stabilité politique et économique, même, je dirais, une progression économique. Si je regarde dans les pays du Maghreb, comme tel, objectivement parlant, que ce soit Maroc, Tunisie, l'Algérie, Libye, l'Égypte, comme tel, on voit bien que le Maroc, de 60 à maintenant, il y a eu progression économique réelle comme telle. Et il y a également stabilité, alors qu'ailleurs, il y a eu quand même le printemps arabe, alors que le Maroc a été très bien épargné. Alors moi, je me dis, vous avez choisi une région très stable, où on sait que même pour les investisseurs, il y a quand même une certaine assurance comme telle, où on sait que bon, ça va se passer. Maintenant, je parle objectivement, je regarde les autres pays d'Afrique. Nous sommes nombreux. Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Ghana. Vous avez choisi même le Nigeria comme tel, où il y a là aussi une certaine organisation structurelle qui est là, semblerait-il, par rapport aux autres pays. Je m'arrête là. Qu'est-ce qu'on fait pour les autres pays? Ben écoutez, la question est tout à fait pertinente parce que même si je regarde par rapport à le choix du Maroc par rapport à mon projet industriel qu'on a fait chez Bombardier, ce projet-là, bien sûr, pour le concrétiser, il a fallu que le pays réponde à certains critères. Bien sûr. Donc, l'infrastructure, le développement, le ease of doing business, il y a plusieurs aspects. Et le Maroc les a déjà. Exactement. Donc, il y a ces critères-là qui font que le Maroc était placé à la bonne place. Exactement. Et, honnêtement, l'infrastructure au Maroc, elle est impressionnante. Moi qui vais au Maroc presque une fois par mois, je peux à chaque mois voir une amélioration. Donc oui, c'est vrai que si on prend un projet en aéronautique qui est un dossier qui est compliqué, qui a besoin d'expertise et de formation et des choses qui sont un peu plus de haut niveau, c'est sûr que le Maroc a bien répondu. Mais moi, j'aime bien croire que dans notre continent, il y a 54 pays, puis les 54 pays, à chacun ses forces et à chacun ses particularités. Donc, ce n'est pas une solution fit all, c'est bien au contraire, il faut qu'on table sur les forces de chaque pays dans le continent et de voir qu'est-ce qu'on peut, comment on peut intégrer des projets qui répondent à des besoins précis dans l'écosystème existant de chaque pays. Parce que chaque pays a réussi à développer certains écosystèmes. Ça peut, que ce soit l'agriculture, que ce soit sur plusieurs sujets. Puis nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas je parle de nous, UAA, parce que je ne veux pas mélanger avec ma compagnie systémique, parce qu'avec ma compagnie systémique, on fait plein de choses pour aider les entreprises dans leur internationalisation, mais ça, c'est une dimension qui est plus de l'accompagnement d'entreprises nord-américaines vers le Maroc ou l'Afrique. Mais dans le cas de l'UAA, l'histoire, elle est vraiment super intéressante parce que on a des femmes et des hommes autour de la table qui sont capables d'être catalyseurs pour des projets structurants par pays en fonction de ce qui se passe déjà dans le pays.
On ne va pas mettre un projet qui ne fait pas de sens dans un pays où il n'y a aucun rapport avec tel sujet. Donc, le point, il est là. On est en train de développer de l'accompagnement et sur un travail qu'on va faire pour le Great Green Wall. Et puis, ça touche plusieurs pays. C'est un grand projet qui existe depuis une décennie, mais l'objectif, c'est qu'ils ont un besoin précis sur une expertise précise. Quand on parle de plusieurs pays, on parle de quel pays, par exemple? C'est les pays traversés par le Great Green Wall. Donc, je ne peux pas dire exactement le nombre de pays qui sont là. C'est un projet sur lequel on a commencé à travailler avec le coordonnateur de projet au niveau Union africaine. Et puis, l'idée, c'est vraiment de dire que la grande muraille verte, qui avait l'objectif premier, il y a 10 ans, de contrer l'effet de la désertification, c'est tout l'écosystème autour de ça qui s'ajoute et qui traverse tous les pays, qui vont permettre de justement développer l'écosystème de façon, on va dire, logique et organique. En respectant les particularités de chaque écosystème sur place, et aussi de s'assurer que nous, en tant qu'UAA, nous amenons l'expertise qui est manquante. L'UAA, donc on parle de l'Union des actions pour l'Afrique. Tout à fait. Okay. Donc c'est vraiment travailler sur les besoins qui sont manquants. Et dans le cas qui nous concerne, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la façon de structurer les projets. Donc l'expertise de gestion de projet, de monter les dossiers financiers des projets pour s'assurer que chaque projet devient bien ficelé, bien autoportant, de manière à ce qu'on peut s'assurer que tout ce qui va rentrer comme entrant pour s'assurer qu'on a un bon projet soit bien ficelé. Et ça, c'est sur ça qu'on s'engage. Aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je dis, l'idée, c'est pas de réinventer le monde ou la roue ou les roues. L'idée, c'est vraiment de s'assurer que nous avons une compréhension fine de besoins précis, d'aller taper sur notre réseau et d'aller chercher les besoins pour répondre à ces choses-là. D'ailleurs, le mot le dit, Union des actions pour l'Afrique. Exactement. On parle ici d'action. Exactement. Et c'est très important. Je dois vous dire grand merci. Avant de vous laisser, j'aime bien quand même que le public retienne un petit peu. Nous nous sommes parlé pendant plus de 20 minutes. En substance, qu'est-ce que le public qui nous a suivis aujourd'hui doit retenir de notre interview? Rapido presto. Rapido presto, je dirais que... comme j'ai dit d'entrée de jeu, l'Afrique n'a pas besoin d'aide, l'Afrique a besoin de nous. Nous, Africains, nous avons besoin de s'engager à faire des actions concrètes, de s'éloigner du verbal et d'être dans l'action. Et il y a des petites actions qui peuvent avoir un grand impact. Mais les petites actions toutes seules, ça ne donne pas grand-chose. Mais quand on unifie nos actions de façon intelligente, de façon structurée, pour des objectifs précis, on va avoir des résultats. Puis encore une fois, on va apprendre aux gens à pêcher au lieu de leur donner du poisson, parce qu'il est temps que nous, Africains, nous ayons un vrai impact sur notre continent, et je pense qu'on va y arriver. Bien, je vais vous dire sincèrement merci infiniment. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Alors voilà, madame, monsieur.